Et ça m'a forcé à regarder en détail. Et là, on rentre dans un domaine merveilleux. Et j'ai eu la chance, en même temps, j'ai fait l'étude, en même temps qu'il y avait un grand bouquin qui sortait sur la statuaire en Bretagne, qui a été faite par une dame qui a fait une maîtrise et un doctorat. Et son doctorat était tellement passionnant que ses professeurs ont dit qu'il faut publier. Et elle a publié donc la statuaire en Bretagne du 15e au 16e siècle. C'est l'ouvrage de référence de la statuaire. Elle a fait 10 000 photos. Malheureusement, il est décédé, mais elle a fait un travail fondamental et elle a parlé de tout ça. Donc, quand vous avez cette chance-là d'avoir quelqu'un qui a fait ça va plus vite. À l'œuvre, c'est un chef-d'œuvre complet. Ah oui, c'est C'est fantastique. Les coupes sortent très très bien. Hein. Toutes les façades sont... Et les lambris de charpente aussi. C'est un autre effort du jeu. Ah oui, ça c'est bien de les présenter, les A3 là, les A0. Ouais, là il y a une vue plus intéressante sur les...
Un cheveu d'air. C'est confiant. Ça, c'est l'état projeté, ça. M. Fichet, Patrick Leclerc, Gilles Gabès, Marc Ezekiel, Jacques Guillou, Muriel Olivier et Laurent Sautin, qui sont des maires de la communauté de communes. Je passe la parole à Jean-Pierre, donc le président de Pincran Patrimoine. Merci. Bonjour. Alors, ça fait 3 ans que l'association a été montée pour le démarrage des travaux, donc vous voyez, pas tellement avancé en 3 ans, mais en venant, vous avez vu un échafaudage dehors à faire des travaux, enfin à financer les travaux. Donc, nous avons lancé une souscription à la Fondation Patrimoine, et vous trouverez à côté de la table là-bas, je fais la pub, hop, c'est parti, un petit appel à dons, donc n'hésitez pas à vous servir, et surtout à vous en servir. Et il y a une super réduction d'impôts. Que dire d'autre? Eh bien, il y a aussi des fascicules de la PAV sur l'église, donc de l'APEV, pardon, et que vous trouverez également là. Je passe la parole à M. Mézières qui est en charge. Merci. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Donc, suite à la demande de la mairie de faire cette présentation de lancement des travaux, je me trouvais que y souscrire avec plaisir. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a essayé un petit peu d'organiser de manière un petit peu plus dynamique que la présentation qu'on avait faite il y a 2 ans pour l'avant-projet sommaire. Donc, on l'a conçu sous forme un petit peu d'exposition avec des panneaux qui sont issus de l'étude et aussi une explication itinérante de ces panneaux qui vont servir de support et également un jeu de questions-réponses sur l'église elle-même, puisque l'église là est pour l'instant dépouillée temporairement de l'ensemble de la configuration que vous connaissez d'habitude, parce qu'on rentre dans une configuration d'installation d'échafaudage. Donc c'est un moment qu'il importait de marquer pour enfin ce démarrage des travaux. Il faut savoir que ce genre d'opération de restauration, c'est quand même on travaille sur du long terme. On est avec des édifices pour plusieurs siècles, qui sont définis par définition durables. Quand on travaille dessus, on va avoir beaucoup de respect vis-à-vis de l'histoire, qui est portée bien sûr par l'architecture, et aussi l'histoire des paroissiens, l'histoire des communautés humaines qui se sont succédées, et dont nous sommes des passeurs à l'heure actuelle. Donc c'est des études qui se font sur plusieurs années, parce qu'on se base sur des archives pour essayer de récolter le maximum d'informations nécessaires à la restauration. Étant donné que nous ne sommes pas historiens, nous sommes architectes, donc on s'occupe des données historiques qui vont servir à la restauration et à la prise de bonnes décisions. Donc une fois qu'on a fait ce travail donc, de recherche en archives, à partir de là, on a une bonne compréhension de l'évolution de l'articulation de l'édifice au cours des siècles, ce qui permet d'essayer de faire le moins d'erreurs possibles quant aux parties de restauration. Alors par rapport à ce vivier, à cette humus de données qui est la recherche historique, il y a bien sûr la compréhension des maladies, on parle de pathologies comme les médecins, qui affectent bien sûr un édifice. Alors là, on travaille sur des constatations et aussi des investigations, donc il y a des sondages que l'on fait, je ne rentrerai pas trop dans le détail technique de ce jour, pour vous dire que l'église ne se porte pas trop mal, il y a eu des problèmes de charpente, mais pour ça c'est stabilisé, il n'y a pas de gros problèmes de structure, et dans l'ensemble, il y a pire. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude, mais il y avait quand même une nécessité de faire des travaux. À partir de là, qu'on a donc les données historiques et les données sanitaires, à partir de là s'enclenche une réflexion sur le parti de restauration. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parti de restauration? C'est une manière d'aborder un monument en lui apportant bien sûr des travaux qui vont répondre à un accompagnement de l'édifice, puisqu'on est sur toujours une vieille dame, donc qui a un certain âge, qui a plus de 500 ans, donc il faut toujours l'accompagner dans sa vie, il faut ne pas créer de point dur, il ne faut pas créer de bouleversement, mais essayer de la révéler. C'est aussi une position d'humilité que l'on doit avoir.
Par rapport à ça, l'architecte qui travaille dessus, il est spécialisé, puisqu'il y a fait l'école de Chaillot, c'est parce que c'est comme une technique un peu particulière, une démarche, un état d'esprit particulier. On dit toujours qu'on est un peu des séminaristes du patrimoine, mais on ne le fait pas tout seul, on est encadré par le contrôle scientifique et technique qui est exercé par le ministère de la Culture. Donc c'est service décentralisé de la de Rennes, et on est toujours en correspondance avec le conservateur régional du monument historique, avec l'architecte du bâtiment de France, qui nous accompagne tout au long, et qui accompagne la mairie tout au long de ce parcours intellectuel. Une fois qu'on a les autorisations, donc on a l'autorisation, bien sûr, on l'a obtenue, à partir de là, on fait un travail qui s'appelle le dossier de consultation des entreprises, sur lequel vont composer les entreprises en faisant leur meilleure offre. Évidemment, on en est à un point où on fait du travail sur papier intellectuel. Et la réalisation, ce sont les entreprises qui le font. Et sans elles, il n'y a absolument rien qui peut se passer. Donc c'est le volet complémentaire, l'incarnation un petit peu du projet, qui est ensuite dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes à une phase de démarrage de chantier. Vous avez pu voir que les échafaudages étaient stockés. On attend le panneau de chantier, j'aurais bien voulu l'avoir pour aujourd'hui, mais on me l'a promis, mais on l'aura demain, donc c'est pas grave, ça sera comme ça. Si vous avez le temps, si vous passez demain, vous aurez un beau panneau de chantier, une réunion de chantier également. Donc on est dans cette phase préparatoire d'installation de chantier qui va durer à peu près 3 mois. Jusqu'à la fin décembre, et à partir de janvier, on va s'engager dans la première phase de travaux. Alors, on a bien sûr séquencé en plusieurs tranches, parce qu'on va partir du chevet de l'Est, on va travailler sur les deux dernières travées donc du chœur, celle-ci dans laquelle vous êtes, et l'idée c'est qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans, on puisse libérer ces deux travées, la restituer au culte. Parce que bloquer une église pendant 5 ans, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des habitudes qui se prennent, donc il y a une rupture, donc on souhaite ne pas trop aller dans cette cassure de rythme. Donc on a réussi à prendre la drape en disant non, on ne va pas partir du clocher, on va partir de l'inverse, comme ça on restitue le cœur au bout de 2 ans, et après petit à petit on fera les replis de chantier. On est quand même sur une phase de chantier de 5 ans, donc c'est bon, il faut bien savoir, ça ne se fait pas comme ça, tout ce qui est monument historique, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui sont spécialisées, qui ont des savoir-faire, et automatiquement, ça implique. Alors, bien sûr, on va essayer de travailler avec des techniques anciennes, c'est encore c'est un petit îlot de transmission des savoirs qui reste dans les monuments historiques, et vous pourrez voir donc l'avancement au fur et à mesure. Alors, la communication nous semble une chose très très importante à l'heure actuelle au niveau des chantiers. Alors, bien sûr qu'il y a une question de sécurité, bien sûr que nous, on ne peut pas rentrer sur un chantier, c'est un terrain public. Mais l'idée, quand même, c'est que pendant les journées du patrimoine, il y a une possibilité d'accès dans certains domaines pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancement. Sur mes chantiers, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de demander aux scolaires, si ça les intéresse, de venir. Donc, ils sont avec des casques, les entreprises jouent le jeu, l'atelier de pierre de taille prépare un petit atelier de sculpture, donc les enfants sont protégés avec des casques, avec des lunettes, ils s'amusent à faire un petit peu le tailleur de pierre, et ça peut susciter des vocations, et c'est très très prisé. Je sais que j'ai fait ça pendant 2 ans à Douarnenez, il y avait énormément de monde, et c'était très sympa. Donc il y a le maître verrier qui est là aussi, qui présente ce qu'il fait, il y a le couvreur, donc il y a plein de choses, il y a plein d'animations, et ça peut susciter des vocations. L'idée étant que quand on passe à côté d'une église, qui est quand même une personnification, une identification d'une église, d'un village, d'une communauté humaine, qu'on soit croyant ou pas, peu importe, il faut quand même savoir ce que c'est. C'est la moindre des choses. Je veux dire, à partir du moment qu'on connaît les choses, qu'on rentre dans un élément, on le perçoit, on n'en a pas peur et on le comprend. Donc il y a ce rapport au patrimoine qui va être démocratisé au fur et à mesure, de plus en plus à l'heure actuelle. Et quand on voit que c'est un grand succès, on vit on surfe sur une vague patrimoniale absolument extraordinaire qui est complètement historique. C'est un mouvement qui est lancé au XVIIIe siècle en Angleterre, qui a pris toute son ampleur par la protection des monuments historiques en 1840, donc avec Prosper Mérimée. Et là, on en est à 2019, où on a des millions de personnes qui participent tous les ans au journée du patrimoine. C'est un succès fantastique. Et la preuve aussi, encore une fois, c'est le nombre de personnes qui ont décidé de sacrifier leur dimanche après-midi pour venir nous écouter. C'est aussi un succès comme quoi chacun s'approprie un petit peu le patrimoine et il y a comme une quête de sens. Alors, sans faire de politique, on est en 2019. Et vous savez comme moi qu'à Paris, il se passe des choses avec les gilets jaunes. Il y a une demande, je pense qu'il y a une demande de compréhension, il y a une demande de sens. Et donc, on doit se dire, on doit s'interroger en disant, qu'est-ce qu'on peut faire dans son parcours professionnel quand on est acteur comme moi sur des éléments en interface avec le public, puisqu'on touche d'éléments communs, de patrimoine, d'éléments qui appartiennent à la commune, comment on peut essayer de faire de travailler encore plus avec ce lien? C'est surtout ce lien qui est important. C'est la communication, c'est ce que je suis en train de faire, c'est le fait
qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de panneaux sur l'extérieur du chantier pour expliquer ce que l'on fait, pour que les gens puissent s'approprier un peu ce travail commun, comprennent que c'est tout un travail d'équipe, c'est un travail humain, parce que c'est des entreprises qui travaillent, ce sont des savoir-faire, ce sont des personnes, et je vous les présenterai tout à l'heure, qui sont passionnées par leur métier. Ce sont des personnes, des entreprises avec lesquelles j'apprends tous les jours, donc c'est un échange absolument merveilleux, et en fin de compte, je les vois souvent sur les chantiers parce que ce sont des personnes absolument merveilleuses. Donc c'est une communauté humaine, et il faut que ce lien entre le public, entre vous, et le petit domaine très réservé des personnes qui vont travailler sur l'église, je parle de la maîtrise d'ouvrage, de l'architecte et des entreprises, mais tout ça procure du lien, et que tout le monde puisse s'approprier cette restauration, que l'on soit croyant ou pas croyant. C'est une chose importante. Une église comme un Pincan, c'est le monument le plus important de la commune, donc c'est celui qui est complètement fédérateur, qui a des potentialités absolument extraordinaires, on verra, on va en parler, qui a subi énormément de destruction, donc c'est important de communiquer et qu'il y ait ce lien de démocratie un petit peu entre guillemets participative, si je puis me permettre cela. Alors, une fois qu'on a fait ce petit exposé, je vais appeler les entreprises qui viennent vers moi pour qu'elles puissent se présenter. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Sylvain Sury, l'atelier du vieux presbytère. Je suis en charge du lot mobilier avec un groupement qu'on a créé pour répondre à la demande. Donc un groupement avec des restauratrices spécialisées en polychromie statuaire qui sont en charge des études principalement de tout l'ensemble polychrome. Donc on a eu une intervention, on intervient d'ailleurs toujours en premier pour sauver les meubles, entre guillemets, puisque c'est la première chose à faire sur un projet d'envergure. Donc on a déposé tout l'ensemble du mobilier liturgique, la statuaire. On a commencé par désinsectiser une bonne partie dans nos ateliers avec un procédé un peu innovant, par congélation. Et on est en train d'organiser un stockage avec un autre procédé un peu innovant, c'est-à-dire de créer un lieu de stockage sur la commune. Donc la DRAC a validé ce principe-là parce que c'est un problème récurrent de vider des grands édifices sans savoir où mettre ces œuvres-là sur une durée assez longue. Donc voilà un petit peu le grand thème du projet. Et les œuvres sont étudiées dans le but aussi de proposer des solutions techniques pour les remettre en place et établir un budget de ces interventions pour les phases de repose de l'ensemble. Alors, juste un mot, monsieur travaille en équipe, pour ceux qui ont pu venir dans les précédentes semaines, vous avez pu voir qu'il y avait deux restauratrices qui travaillaient donc, surtout la statuaire. On a de la statuaire lapidaire et de la statuaire en bois. Donc, monsieur parlera plus particulièrement de la déploration qui a été désossée, on peut dire. On peut déplorer la décomposition, la déploration, qui est donc déposée au niveau de tous les personnages dans le latéral nord, et l'ensemble, la caisse, le dé, et juste vous êtes autour. Donc c'est toujours un travail d'équipe, hein, c'est-à-dire c'est une symbiose dans plusieurs savoir-faire, et l'architecte n'est que le chef d'orchestre de tous ces solistes, il faut bien comprendre. Et derrière, il a un petit peu l'auteur, c'est-à-dire le ministère de la Culture, qui vérifie si tout va bien. Alors je vais aussi appeler monsieur. Bonjour à tous, je suis Tristan Lermite, donc salarié associé et gérant de la coopérative La Pierre à l'œuvre au Val d'Oust. Donc, ceux qui connaissaient l'entreprise de restauration et sculpture Pierre Floch, nous sommes issus de cette société donc, qui a cessé son activité en octobre 2016. Nous avons décidé à 4 anciens salariés de repartir sur cette activité en début 2017. Donc ça fera bientôt 3 ans qu'on travaille dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire la restauration de sculptures, la sculpture et aussi la taille de pierre de maçonnerie pour les monuments historiques en grande partie. Alors, monsieur aborde un sujet très intéressant, c'est la pérennité des entreprises de monuments historiques. Ce sont souvent des petites structures, forcément très fragiles, avec des savoir-faire et sur des personnes qui sont animées d'une passion extraordinaire. Et le problème, c'est la transmission des savoirs. Il faut savoir, mais je pourrais me contredire si je dis des bêtises, ça attire de moins en moins de jeunes, parce que le métier est difficile. Travailler sur les chantiers par tous les temps, il faut le faire, c'est pas évident. Moi, je me sens quand je vais sur le chantier, mais les gars, ils restent tous les jours sur le chantier. Donc, c'est des travaux très difficiles, ça demande beaucoup d'abnégation. Et il y a des problèmes de recrutement.
C'est évident parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui souhaitent tout à fait s'amuser derrière un clavier en étant millionnaire factuel dans des startups parisiennes plutôt que de travailler en province dans des conditions très difficiles. C'est pour ça qu'il y a des pénuries de couvreurs, des pénuries de charpentiers, des pénuries de maçons. Ça, il faut bien comprendre. Et le problème, c'est la pérennité, bien sûr, de ces sociétés, de ces savoir-faire, parce que au Japon, ils ont une notion très intéressante, ils ne classent pas les monuments, ils classent les savoir-faire, les hommes. Alors on dirait que c'est quelque chose d'assez intéressant, de savoir qu'on essaye de rendre immortel quelqu'un, on essaye de le faire avec une enseigne, mais ça ne marche pas toujours, mais là-bas, c'est on reconnaît les savoir-faire. Et la question, c'est de transmettre des savoir-faire, et la tendance générale, c'est que les grands groupes rattrapent de plus en plus et rachètent des entreprises qui étaient de taille humaine. Alors il faut savoir que la réalité des choses, elle est très simple. J'ai rien contre les grands groupes. Moi, ce que je vois, c'est la réalité du métier, c'est-à-dire la qualité de la prestation. Quand vous avez une logique de grand groupe, automatiquement, vous n'avez pas la logique du savoir-faire et des temps que l'on peut perdre à bien faire les choses dans une petite entreprise. Il y a des logiques de marketing, il y a des logiques de compétition qui rentrent en jeu et qui sont complètement contradictoires avec l'esprit des monuments historiques. Donc, il y a un danger par rapport à ça. Vraiment, on ne rentre pas dans une compétition. C'est exactement comme un petit épicerie bio qui vend la culture vivrière du coin par rapport en surface. On en est là, il faut savoir que c'est un combat, c'est pas facile. Il y a ce phénomène-là qui n'est pas du tout bon. Il y a le phénomène que aussi les carrières s'épuisent de plus en plus, donc on est confronté à des problèmes de provenance de pierres de substitution, je vous en parlerai pour l'ardoise. Donc il y a une réalité économique dans ce monde. Les monuments historiques, ce sont des îlots protégés, mais de plus en plus, ils sont soumis au grand la mondialisation. Alors, ce n'est pas du tout pour avoir un discours franco-français, c'est pour avoir un discours de vérité. C'est-à-dire que quand on construit un monument comme ça à partir du 15e, 16e siècle, on prend les pierres locales, on prend le schiste local pour faire les ardoises. On ne va pas aller en Espagne pour les prendre, on ne va pas prendre de la plupart. On prend de l'ardoise locale qui est de Cizun. Maintenant, quand on veut restaurer ça, il n'y a pas d'ardoise locale de Cizun. Et les ardoisiers en danger sont fermés. Qu'est-ce qui reste? Il reste bien sûr soit de la pierre de Dordogne, assez épaisse, qui peut servir, qui peut faire l'affaire, ou alors de l'ardoise d'Espagne qui est exploitée à ciel ouvert et des conditions de reconversion écologique que l'on peut imaginer. Donc on a des choix, on a des problèmes. Donc on travaille quelque part aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu que l'éventail de problématiques que l'on a. Alors j'ai vu rentrer M. Le Fur, Maître Verrier. M. Le Fur, je vous en prie, puisque c'est le moment des entreprises. Alors je vous présente M. Le Fur, Maître Verrier, l'entreprise Univitrail. C'est le troisième chantier que je fais avec lui, donc je crois que c'est pas la peine d'en dire plus, ça se passe très bien. Je vous en prie, vous présentez votre projet. Bonjour, Stéphane. Bon, je n'étais pas venu ici pour faire un petit discours, enfin bonjour, on est dans la perche. Donc je suis monsieur Le Fur, je suis accompagné de ma femme, et donc on dirige l'entreprise Univitrail, et nous avons pour tâche ici de restaurer les vitraux. Donc je ne sais pas si je peux en... Si, bien sûr. Donc, que dire de ces vitraux? En fait, dans le cœur, enfin, on a deux parties dans cette église principalement. Les vitraux 19e qui se situent là derrière moi en chevet, et sur la baisse qu'on appelle numéro 2 aussi, c'est les vitraux 19e. Et le reste, ce sont des vitraux 20e, la deuxième partie 20e. Donc, ces vitraux-là sont pas signés. Moi, je n'ai pas fait de recherche encore sur l'origine exacte de ces vitraux. Mais pour le reste des vitraux, c'est l'atelier Le Bihan de Quimper qui a réalisé ces vitraux. Donc pour l'état sanitaire, ces vitraux-là sont dans un très bon état de conservation. En fait, on peut voir qu'il n'y a pas de manque de grisaille. Pour expliquer, les grisailles, ce sont nos peintures, donc il n'y a pas de lacune à ce niveau-là. Par contre, les plombs sont un petit peu fatigués, beaucoup de traces d'oxyde. On a repéré pas mal de trous dans les plombs, c'est-à-dire entre les vaisons vers plomb, il y a plein de petits trous. Donc pour l'instant, on ne peut pas déterminer réellement la cause. Est-ce que ça vient du fait d'un montage un petit peu aléatoire ou des pièces de verre qui auraient été mal montées? Donc là, pour ce qui est prévu dans cette restauration, c'est le remplacement de tout le réseau de plomb. C'est-à-dire qu'on va démonter entièrement les vitraux, enfin les déposer déjà, et démonter entièrement la résine de plomb pour la remplacer. Et donc là, on saura exactement ce qu'il en est réellement des problèmes. Pour les autres vitraux qui sont de conception plus récente, l'état du plomb est correct et le verre aussi. Donc il n'y a pas trop de lacunes, si ce n'est que les problèmes d'étanchéité et le fait qu'il y ait aussi des cafétrements en ciment autour des vitraux qui ne sont pas vraiment conformes à ce que l'on va faire.
Donc ces vitraux-là vont être démontés, déposés. On ne touche pas la résine de plomb. Donc, par contre, on va revoir l'étanchéité, refaire tous les problèmes de plomb, revoir tous les problèmes de plomb, les reposer et prévoir des ventilations basses aussi pour aérer les vitraux, récupérer les eaux de condensation, et ce qui va permettre aussi d'apporter un petit peu de ventilation dans l'église. Voilà en gros le programme de restauration pour cette église, à savoir aussi que l'on va faire réaliser des grilles de protection en cuivre, donc de top qualité, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Le Fur. J'attire l'attention de tout le monde sur le fait que Monsieur Le Fur travaille en famille avec son épouse et que son fils aussi est verrier. Hein, voilà, donc c'est exactement, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est une représentation très simple de, je pense, la meilleure entreprise qui puisse exister, c'est une structure familiale. J'en sais quelque chose parce que j'ai mon épouse architecte qui est là et notre fille qui est étudiante en architecture, donc je pense que c'est quand on peut allier le projet personnel, familial et professionnel, je crois que c'est déjà close. Bon, alors des fois ça heurte un peu, c'est normal, mais en plus quand la descendance daigne prendre le relais, le flambeau, je trouve que c'est bien. Vraiment, c'est extraordinaire parce qu'on sait au moins que ça va continuer. Petit aparté donc sur la Valère qui est derrière nous. Vous voyez que c'est une magnifique rosace. Alors, les questions qu'on pouvait se poser, c'est un petit peu de datation. On va parler un peu de l'histoire de l'Église. On est sur du XVIe siècle, grosso modo. Mais quand on voit la rosace, on pouvait se demander si on n'avait pas un petit peu de réminiscence rayonnante, XIIIe siècle. Donc on parlerait de conservatisme. Je pense que l'appellation est plus sûre. Tout l'ensemble, c'est du XVIe siècle. On a cette maîtresse vitre. Comme vous le savez, dans la région, la maîtresse vitre représente toujours l'élément le plus important, c'est la Passion. Si vous allez à La Roche-Morée à côté, il y a encore. Si vous allez à Saint-Herbotte, il y a encore. Donc vous avez tous les épisodes de la Passion dans les lancettes, dans les registres inférieurs, et vous avez dans la rosace, en général, les instruments de la Passion. Alors là, malheureusement, là, elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'en 1830, il y a eu la foudre qui est tombée sur le clocher. Il faut savoir, pour votre information, que la foudre est tombée 6 fois sur le clocher. Donc le clocher que vous voyez, c'est pas du gothique, hein. C'est pas du beau manoir, c'est du néo-beau manoir refait 4 ou 5 fois, voire plus. Bon, c'est pas grave. Donc la foudre est tombée et tous les vitraux ont explosé. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on voit, encore sur des gravures de 1840, on voit très très bien des vitreries à losange, comme on voit là, exactement derrière. On le voit parfaitement sur les représentations des gravures, c'est-à-dire qu'on a paru au tout lycée, on a remis une vitre à l'époque, et c'est resté en campagne comme ça, jusqu'en 1900, de mémoire 25 ou 38, on va dire entre les deux guerres, hein, tout simplement. Le propriétaire de Rosemont-Duc qui achète le château de Pincran décide, pour faire honneur à ses prédécesseurs, d'orner chaque lancette d'un blason des propriétaires antérieurs. Alors, ne me demandez pas de détailler les blasons, je ne connais pas par cœur, je les ai identifiés dans l'étude, il n'y a pas de souci, mais disons qu'on sait très bien qui c'est. Donc c'est une représentation un petit peu de la filiation entre le château de Pincran, la tête du bois, et la verrière. Alors, je continue toujours sur ce chevet. Donc, comme je vous disais, on est sur du XVIe siècle. Voilà. On a eu des petits doutes de datation, parce que l'histoire, c'est pas toujours facile à bien définir, et on se reporte souvent sur tout ce qui a été écrit sur les documents antérieurs. Et à chaque fois, on essaye d'apporter un petit plus. Approcher un peu plus la vérité, il y a toujours beaucoup d'humilité dans ce domaine-là, parce qu'on peut faire des erreurs qui sont déplorables, et donc il faut toujours mettre en relation et proposer donc des hypothèses. Mais pour vous resituer l'ensemble, très rapidement, on est dans un édifice du XVIe siècle. Pour autant, il est attesté dès 1363. On parle de la chapelle Maria, etc. Donc c'est attesté par les autorités de l'époque. C'est-à-dire que ça existait. Bon, on est au 14e, en 1363. Il faut savoir que les guerres de succession de Bretagne, ça vient juste de s'arrêter 2 ans avant. Donc c'est un peu logique qu'on commence à construire ou reconstruire un édifice qui a peut-être subi des dégradations pendant les guerres de succession. Parce qu'en fin de compte, l'histoire, c'est ça. Le patrimoine, c'est ça. C'est une succession de destruction, de reconstruction, au fur et à mesure de l'histoire. Donc on a une attestation du 14e, pourtant, jusqu'à ce jour, rien ne date du 14e dans cet édifice, si ce n'est la cloche. La cloche qui est un autre sujet, parce qu'elle vient de Courtrai, en Belgique, et que pour moi, elle n'a pas grand-chose à faire avec l'histoire de Pincran, à part que j'ai une petite hypothèse là-dessus qui nécessiterait une vérification auprès des historiens, mais elle a été l'objet d'un pillage
d'un clocher de Courtrai, donc elle aurait atterri ici, mais ça ne semblerait pas être une pièce provenant de l'édifice antérieur à celui dans lequel nous sommes. Donc, 15e siècle, guerre de religion, 1596-98, il y a des guerres de religion. Alors, entre les guerres de succession de Bretagne, guerre de religion, on attend de construire ou de reconstruire Pincran. Donc, on reconstruit Pincran au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'on a comme élément de datation? La déploration qu'on va voir, donc c'est l'ensemble du groupe sculpté, une sorte de déposition de la croix, c'est du 1517, donc influence flamande, XVIe siècle. On a le calvaire nord que vous connaissez tous, 1521, donc qui parle de deuxième dédicace de l'édifice, donc ça veut dire que c'est attesté. Et ensuite, on a une pierre gravée pour le porche, on parle de 1553, encore une dédicace, comme quoi l'édifice était là. Donc, on est dans le XVIe siècle. C'est déjà ça, mais avec un XVIe qui a subi beaucoup de modifications. Alors, je laisse en attente cet élément-là, parce qu'on va appeler les spécialistes pour parler de ces pierres qu'on a redécouvertes quand on a retiré les strates. Et je fais juste un survol de l'histoire. Donc, on était au XVIe. Bon, au XVIIe, il faut savoir que l'église est une subdivision de paroisse de Ploudéry. Donc, le vocable de Notre-Dame, donc on peut penser qu'à l'origine, c'était l'église castrale, donc elle dépendait du château. Encore que là aussi, il y a plusieurs hypothèses. On parle d'une motte féodale, mais on parle d'une motte féodale aussi qui a été déplacée. Donc, vous verrez sur les panneaux, il y a plusieurs hypothèses possibles. On sait que, de par l'histoire, Pincran est situé sur des voies de communication du temps déjà des Gallo-Romains, entre Carhaix et puis Landerneau. Donc, le long de ces voies, il y a des villages, c'est-à-dire des exploitations agricoles. Donc, il y a du monde qui circule automatiquement. Donc, c'est une première vague, un petit peu de colonisation, d'urbanisation de la campagne sous les Gallo-Romains. Ensuite, il y a toute la période d'équerre, où là, à partir de l'exode des Gallois et des Irlandais, 5e, 6e siècle, la création des poissons clos. On a aussi l'équerre au 10e siècle. Donc, on a toute une occupation du paysage, avec bien sûr des mottes féodales. Les mottes féodales, ce sont les ancêtres des châteaux qui protègent les voies de communication. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup tout le long des routes, donc il y en avait dans la région. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu le contexte général. Donc peut-être église castrale, c'est peut-être un lien avec le manoir du chef du bois qui a été reconstruit plus tard et plus loin. Toujours est-il qu'au XVIIe siècle, on a la foudre qui tombe une fois, donc on reconstruit le clocher. Il y a un procès avec l'architecte, j'espère que ça ne va pas donner l'idée à la mairie actuelle, parce que l'architecte n'a pas fait son boulot à temps, donc il est viré, bon, ça lui apprendra. On en prend un autre, bon, mais n'empêche qu'on reconstruit qui a été viré 20 ans plus tard pour travailler sur le suaire, donc ça bouge un petit peu. Je ne vous ai pas parlé de suaire, mais c'est un chef-d'œuvre de l'enclos paroissial, il date de 1596, entre deux périodes, avant la reprise des guerres de religion, 1598. Je vous parlerai du porche dehors parce que c'est l'élément clé de tout Pincran, sur lequel on ne va pas officier, mais on va quand même en parler. Donc c'est un édifice qui a vécu beaucoup de choses et surtout des grandes modifications qui restent une énigme encore à l'heure actuelle, c'est la suppression des bras nord et sud du transept. C'est un peu ce qui s'est passé à Brénilis. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne sait pas encore, peut-être on va le retrouver, mais on avait des bras de transept, comme dans toute église latine. Ils ont été supprimés et on a reconstruit au XVIIIe siècle les murs sud et les murs nord. Et au 1706, on a construit la sacristie que vous connaissez tous. Mais ce n'est pas le bras nord du transept. Cette sacristie était accolée au bras nord du transept. Donc on verra quand on fera le tour, j'expliquerai tout ce qui est intérieur, le milieu extérieur, etc. Donc on a toujours des questionnements. Pour autant, cette paix-là n'existait pas. Elle était certainement sur une façade, un pilier nord au sud des bras du transept. Elle a été ensuite remontée. Donc il y a beaucoup de modifications. Modifications surtout derrière vous. Si vous vous retournez, vous allez voir que ces deux pilotes sont plus épaisses, sont en blanc, sont plus épaisses que les autres. Alors si vous avez en tête la Roche-Maurice, il y a un juvet avec un escalier en hauteur, c'est-à-dire un escalier qui vous passe à travers une pile. Et vous avez ensuite l'escalier en vis, et ensuite vous avez toute cette architecture de juvet. Donc vous êtes là à l'emplacement du juvet, et qui permettait de faire les lectures et de faire les sermons. Et là, on est au XVIe siècle, on est encore avant le Concile de Trente,
avant 1562, avant l'art de la contre-réforme. Et donc, si vous regardez bien cette pile, là, vous voyez qu'il y a des arrachements. Vous voyez qu'il y a eu des choses qui se sont passées sur ce parement. Et vous voyez du côté ouest, un enroulement, un arrachement roulé, c'était l'emplacement de la chaire. La chaire a été mise en place en 1772. Elle a été mise en place après la suppression du jubé. Donc le jubé est supprimé avant 1772. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais le jubé, on sait qu'il y en avait un. Donc ça, c'est complètement attesté, c'est une très bonne chose. Donc c'est pour un petit peu vous montrer que l'édifice, il a subi beaucoup de détérioration au fil des ans. Et c'est-à-dire que, je vais faire ces Pincran, c'est la sœur jumelle de la Roche-Maurice. Voilà, c'est vraiment pratiquement la même disposition, c'est à peu près la même époque. On en saura un peu plus sur les charpentes, mais c'est certainement la même époque des charpentes. Ça a été la même époque de modification des lambris de charpente en 1877. Donc il y a beaucoup d'histoires communes. C'est un peu normal, c'est tout à côté. Et donc il y avait un jubé là très certainement qui était magnifique, qui a disparu. Il y avait une maîtresse vitre aussi avec son dos de la Passion qui a disparu. Donc du coup il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu. Ce qui fait que cette église, elle a beaucoup de charme. Elle a une statuaire, une collection de pierres absolument splendide. Il importe d'essayer de mettre en valeur, de restaurer, de mettre en valeur. Et elle a un porche unique au monde, qu'il faut mettre en valeur. Et aussi, peut-être à terme, c'est pour ça qu'on va en parler sur les panneaux, peut-être une proposition, qui n'est pas validée pour l'instant, c'est une piste qu'on lance, une proposition de restitution du jubé pour restituer l'échelle et les séquences qu'il y avait dans une église. Mais j'en reparlerai ultérieurement. Voilà, grosso modo, c'est un peu pour vous dresser un petit panorama rapide de l'église et de son histoire. Et là, j'ai appelé les deux spécialistes des marques, des Rouen. Voilà, ils vont se présenter et donc ils vont expliquer leur rapport à la connaissance de l'édifice. Merci de m'avoir invité. D'abord, je précise que je n'étais pas Paul-François Bouc, je n'étais pas au départ associé à l'énorme travail qui a été effectué, que je découvre comme vous émerveillé sur les panneaux et en écoutant ces explications. J'avais simplement reçu communication de Christine Jablonski, M. Kermadec également, qui sont associés sur tout le travail préparatoire à la mise en valeur et à la restauration de l'édifice, le signalement d'une tombe armoriée réapparue après le dégagement de l'estrade, le vestige que vous avez sous les yeux. Alors pour ma part, j'avais validé un master à l'Université de Bretagne occidentale, travaillé en thèse également sur ce qu'on appelle les prééminences héraldiques seigneuriales. Les prééminences héraldiques seigneuriales, les droits honorifiques armoriés que détenaient les familles très jalousement les familles nobles, qui consistaient bien des droits d'armoirie dans les églises, dans les fenêtres, les tympans des verrières, qui consistaient en des écussons sculptés sur, bien sûr, l'ensemble du mobilier funéraire, notamment cette tombe, notamment les enfeux que vous pouvez voir, ces niches funéraires pratiquées dans l'épaisseur des murs. Donc vous avez un exemple sur la paroi du bas-côté nord, dans la dernière travée. Et il faut imaginer que toute église, tout monument était autrefois un véritable musée d'armoiries. Contenait un très grand nombre d'armoiries des différentes familles nobles. Par le biais des écussons, elles affichaient des généalogies, de véritables généalogies qui donnaient à connaître leurs ancêtres, représentaient les armoiries de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Ça permettait d'avoir ainsi une sorte, pourrait-on dire, oui, de livre terrier, d'arbres généalogiques de toutes les seigneuries de la paroisse. Les grandes familles rivalisaient avec les plus petites, qui généralement avaient moins d'armoiries, et les armoiries qui se situaient dans des fenêtres ou dans des espaces moins honorifiques de l'église, c'est-à-dire généralement vers le fond de la nef ou dans les verrières des bas-côtés, et les meilleures familles, les familles les plus riches, le seigneur qu'on appelait également le seigneur fondateur, c'est-à-dire celui dont la famille avait donné le terrain en bien fond pour la construction de l'église, eh bien, avait droit aux meilleurs emplacements, et notamment de posséder une tombe à ses armes, dans ce qui était la zone, on peut dire, le point culminant, le point d'orgue de l'édifice, la zone qui se trouvait juste devant le maître-autel, dans l'axe du chœur, sous la maîtresse vitre, c'est-à-dire ici même. La tombe que nous avons sous les yeux, à vrai dire, n'est pas une découverte, c'est plutôt une redécouverte. Il semble qu'elle ait déjà été exhumée peut-être lors d'une campagne de restauration dans les années 80, et à ce moment-là, on a pris connaissance de cette pierre tombale qui, sinon, je ne crois pas me tromper en disant que la marque
sans doute de l'estrade doit se trouver à peu près ici, et sinon qui n'était pas visible. On a bien connaissance de quelques autres tombes, mais celle-ci était absolument masquée, et c'est ce qui lui a permis d'échapper aux dégradations révolutionnaires. La Révolution, à tort, assimile les armoiries à des signes de noblesse. Alors, les armoiries en elles-mêmes ne sont pas un apanage de la noblesse. Dans l'Ancien Régime, avant 1789, les non-nobles pouvaient adopter, posséder et faire usage d'armoiries. Il se trouve cependant que tout de même, dans les églises, cathédrales, collégiales, mais même jusqu'à de simples chapelles, c'était essentiellement des armoiries nobles, pour la plupart, qui étaient les plus visibles, et qui ont donc, pendant la Révolution française, fait l'objet de destruction, de dégradation volontaire, dans le but de les effacer, de les supprimer. Selon toute vraisemblance, celle-ci, comparée tout simplement cette pierre tombale-là, décorée d'une armoirie, martelée, bûchée systématiquement au ras, on peut à peine deviner par le relief qu'il y eut ici, sur cette partie, ce rectangle légèrement en léger relief, on peut tout juste deviner les contours d'un écusson. Celle-ci était martelée, celle-ci donc se trouvait incluse dans le dallage visible et a fait l'objet, sur toute vraisemblance, d'une dégradation pendant la Révolution. Celle-ci devait déjà être masquée par une estrade, peut-être ancêtre de l'estrade actuelle, qui a été récemment démontée. Ce qui est certain, c'est qu'on peut ici identifier les armoiries à coup sûr, sans erreur. Elles sont bien connues, même si ce ne sont pas celles que vous avez sous les yeux dans les lancettes, les têtes de lancettes, c'est-à-dire la partie supérieure des petites ogives qui constituent le bas de la fenêtre. Ici, ce sont d'autres armoiries plus anciennes, appartenant à deux familles les plus éminentes, on peut dire, de tout le Nord Finistère. À gauche, vous avez les armoiries de la famille de Rohan, de gueule à 9 macles d'or, en langage héraldique, c'est-à-dire un écu rouge, que vous devez imaginer rouge, décoré de 9 macles, je dirais des macles comme le sigle Renault, des voitures Renault, de gueule à 9 macles d'or, posés 3, 3 et 3. Et l'autre écusson, un petit peu plus volumineux, un petit peu plus large ici, porte d'or au lion morné de sable, c'est-à-dire en langage héraldique, un écu jaune, chargé d'un lion noir, sans griffes, sans langue. Et effectivement, lorsque vous regardez, griffes et langue n'apparaissent pas. C'est un petit peu la particularité héraldique assez rare du lion des armoiries de la famille de Léon. Ces armoiries se trouvent visibles sur ce qu'on appelle des écus en bannière, c'est-à-dire de forme, on va dire sensiblement rectangulaire, carré ou rectangulaire. C'est un indice fiable déjà de datation qui oriente la datation vers le Moyen-Âge tardif ou le début de la Renaissance en contexte monumental dans les édifices ou frontons de nos monuments. Vous ne voyez pas apparaître d'écus rectangulaires de cette forme avant, disons pour les premiers dans les années 1420-1430, disons qu'à partir seulement du milieu du XVe siècle, cette forme d'armoirie commence à être utilisée pour figurer les armes des personnages du plus haut rang, vraiment d'un rang très supérieur, hauts prélats, évêques, abbés bien implantés sur un territoire important, grande famille, barons, normalement, ne pouvaient prétendre à des armoiries visibles sur un écu en bannière ou rectangulaire que des familles dont la seigneurie était déjà érigée en bannière, c'est-à-dire qui avaient droit de lever 20 chevaliers ou qui justifiaient d'un revenu assez important selon l'époque à laquelle on se situe. Donc déjà quelque chose qui nous oriente plutôt vers le 15e ou la fin du 15e ou le début du 16e siècle. Or, étrangement, deux armoiries en alliance, Rohan et Léon. On a bien 5 alliances connues entre les familles de Rohan et de Léon, c'est dire s'il y a eu de très nombreux rapprochements entre les deux lignages. Les Léon étaient vicomtes, on peut dire de toute la partie nord, avec un fief vicomtal dans toute la partie nord du Finistère, le Léon actuel sensiblement. Mais le lignage de Léon, eh bien, la branche aînée est tombée, on va dire, des de difficultés financières et malheurs. À la fin du XIIIe siècle, on va dire, été absorbée par les ducs de Bretagne, qui ont réussi à grignoter toute la vicomté de Léon, et la branche cadette des seigneurs de Léon. La branche cadette, au XIVe siècle, se fond dans la famille de Rohan, qui récupère l'héritage de cette branche cadette, et encore quelques fiefs ici et là de la branche aînée. Précédemment, il y avait eu 4 autres alliances
4 autres alliances, 5 au total, entre les Rohan et le Léon, entre les familles de Rohan et de Léon, mais manque de chance, contrairement à ce que je viens de vous dire. Alors même ici, on a des formes, l'analyse des formes, l'observation de certains caractères stylistiques sur la représentation du lion oriente fermement vers le 15e ou le début du XVIe siècle. Eh bien, les alliances matrimoniales Rohan et Léon sont beaucoup plus anciennes, le 12e, le 13e et le début du 14e siècle. Autrement dit, ici, cette tombe ne peut pas avoir été là pour l'inhumation d'un couple seigneur et dame de Rohan, de Léon, ou de Léon et de Rohan. Il faut lui trouver une autre fonction. En réalité, cette tombe n'est pas là pour recevoir une inhumation. Cette tombe n'était pas là pour recevoir directement la tombe d'un couple de Rohan et de Léon. Elle était là plutôt pour montrer, pour symboliser le rapprochement des deux lignages. Paroissien du 15e ou du 16e siècle, imaginez-vous entrer dans l'église en tant que paroissien du 15e ou du 16e siècle, en voyant cette tombe n'avait pour effet que de vous justifier la prééminence supérieure des seigneurs de Rohan en tant qu'héritiers des vicomtes de Léon, et les vicomtes de Léon étaient eux-mêmes, en des temps extrêmement anciens, seigneurs de Pincran. Cette tombe n'est là que pour assurer l'emprise seigneuriale, pour justifier le statut de seigneur au prééminancier, c'est-à-dire seigneur supérieur de Pincran, de la famille de Rohan, héritière des Léons. Il faut imaginer une tombe qui, auprès des critères stylistiques, je n'entre pas dans un détail infini de la comparaison de la forme des pattes du lion, de l'orientation des touffes de poils ou de la taille des macles sur les culs, je dirais que c'est vraiment des détails et on s'en fiche un petit peu ici, sinon ce serait assommant et je prendrais la parole bien trop longtemps, mais tout ça, par des comparaisons que l'on peut étayer, attester, nous renvoie vers à peu près 1500, 1530, avec une probabilité d'installation quelque part dans ce premier tiers du XVIe siècle. À ce moment-là, cette tombe est placée au meilleur endroit de l'église, l'endroit le plus honorifique, au pied du maître-autel, dans l'axe de la maîtresse-fenêtre, et n'est pas prévu pour recevoir d'inhumation, mais pour justifier auprès des paroissiens, auprès des autres seigneurs, que le chef, c'est moi, Rohan, en tant qu'héritier des vicomtes de Léon. Voilà, je crois ce qu'on peut dire d'essentiel sur cette tombe. Et si un dernier détail, c'est un élément majeur, sa redécouverte en fait un élément majeur du mobilier, certainement à mettre en place, de l'ancien mobilier funéraire à mettre en place à Pincran, puisque les tombes armoriées avec un relief d'une si belle qualité, celui-ci a été préservé, on n'y a pas marché, on ne l'a pas foulé des pieds, on ne l'a pas abîmé, elle n'a pas pris le choc de pied de chaise ou autre depuis pratiquement son installation. Des tombes dans cet état-là, une sculpture héraldique dans cet état-là de préservation, c'est bien simple, j'en connais pratiquement pas. Je n'en connais pratiquement pas. Or, ma mission consiste précisément à relever le mobilier funéraire armorié, les éléments armoriés dans les églises de Bretagne et à enrichir une base de données en ligne qui va bientôt compter plusieurs centaines de mentions, et je n'ai pas connaissance de tombes dans un état aussi, on peut dire, aussi parfait de préservation quant à la sculpture des armoiries. Donc, à intégrer d'une manière ou d'une autre, peut-être à une muséographie, à mettre en valeur si jamais on remet les strates. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu et ce qu'on en entendra tout à l'heure, mais un élément à mettre en place. C'est l'une des dernières tombes subsistantes, en tout cas dans tout, on peut dire le Finistère et les Côtes d'Armor, qui sont les territoires pour lesquels je suis plus à même de pouvoir répondre. Mes connaissances sont peut-être un peu moindres pour le 35, mais c'est l'une des dernières tombes seigneuriales armoriées justifiant du statut du fondateur et du premier prééminancier de la paroisse, qui soit encore dans son état, et en tout cas dans sa situation d'origine, à préserver de toute urgence. Je prends la parole. Désolé d'avoir été un peu trop long. Non, oui, merci beaucoup. Donc, en fin de compte, une mauvaise nouvelle, parce qu'on ne remonte pas à 1266, qui aurait été éventuellement la tombe d'une dame qui se serait mariée avec un Rohan. En fin de compte, non, on est bien au XVIe siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est unique. On a redécouvert, je n'ai pas redécouvert parce que c'était attesté en 82. Donc là, c'est unique. Donc évidemment, dans le projet futur de réaménagement du mobilier liturgique, il faudra le laisser ouvert. Il faudra que ce soit partagé avec tout le monde. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus une grande estrade comme on avait avant. Donc c'est-à-dire qu'il faut un petit peu évoluer avec les découvertes que l'on a du chantier. Et aussi, faudra-t-il peut-être envisager
une mesure de protection, hein, parce que c'est quand même un objet souvent unique. Donc c'est une bonne chose. Alors de mémoire, en lisant votre rapport, il y a un élément qui est similaire, ça Saint-François de Cuberien. Exactement. Voilà. Saint-François de Cuberien, Mais c'est démarqué. On a une pierre armoriée qui est sans doute attribuable, peut-être même possiblement, sinon au même sculpteur, n'exagérons pas, c'est toujours difficile de le prouver, mais un atelier qui travaille avec les mêmes techniques, la même logique, jusqu'à un détail tout à fait caractéristique et qui normalement pourrait presque être assigné à une erreur, quelque chose qu'on observe que très rarement. Les écussons n'ont pas la même taille. Normalement, ils devraient être de taille identique, il n'y a pas de raison particulière d'en avoir un plus grand que l'autre, il n'y a pas de raison particulière. Je suis navré, je fais très vite parce que je ne veux pas monopoliser le temps de parole, désolé, mais cet écartement de l'un des écussons un peu aminci, un peu plus faible par rapport à l'autre, sans doute n'est ici destiné que pour pouvoir sculpter plus aisément, avoir plus de place, pour pouvoir sculpter donc plus aisément le deuxième écu orné d'un lion. Il se trouve qu'à Saint-François de Cuberien, couvent situé près de Morlaix, dont la reconstruction est attestée en 1527, effective en 1527, on a exactement un relief armorié exactement similaire qui se trouvait visible à côté de la pierre de fondation qui portait la dédicace de l'église et la date à laquelle elle a été reconstruite. Donc je dirais que c'est un élément de datation ici, il n'y a pas lieu de remettre en cause. Une pierre armoriée qui montre deux écussons de Rohan et de Lyon, dont l'un est également un petit peu plus large que l'autre. Là, même si le relief est martelé, malheureusement bien martelé, on observe que sur l'écu portant le lion, l'animal remplit le même espace, le traitement apporté à la queue, au panache de la queue, certains détails, même martelés, les reliefs apparaissent comme quasiment identiques. Donc il faut imaginer une simultanéité qui est un critère supplémentaire pour, disons peut-être pas affirmer absolument, mais pour continuer d'orienter la datation au début du XVIe siècle. Un dernier mot, peut-être intéressant, à ce moment-là, la seigneurie de Rohan, donc les Rohan qui sont vicomtes de Léon également, traverse quelques difficultés. Le dernier vicomte de Rohan, Jean II de Rohan, au fait de sa gloire, seigneur éminemment puissant, probablement le seigneur le plus puissant de son temps en Bretagne, eh bien je dirais, rencontre quelques problèmes de succession. Ses trois fils aînés sont morts. Le cadet qui hérite de la seigneurie en 1517, Jacques, n'est pas des plus compétents. C'est un personnage dont il semble qu'il était peut-être un peu médiocre, en tout cas par ses qualités, mauvais gestionnaire de la seigneurie. Le dernier fils, qui est évêque de Cornouailles, présente des problèmes de déficience mentale qui obligent le chapitre de Cornouailles à limiter au maximum ses prérogatives et il ne peut plus exercer son office. C'est la dernière fille du vicomte Jean de Rohan qui hérite de la seigneurie en 1517. Elle est épouse d'un cadet de la famille de Rohan, donc il y a eu mariage par cousinage, et la légitimité seigneuriale est un peu battue en brèche à ce moment-là. C'est précisément, semble-t-il, vers ce moment-là, eh bien, qu'on a une multiplication de mise en place d'armoiries ou de maîtresses vides dans les fenêtres. Donc, cette tombe n'est peut-être là que pour aider à justifier ce statut, cette généalogie des Rohan. Merci. Donc, on parlait des Rohan et des Léons. Maintenant, je vais appeler M. de Carmadec, s'il veut bien venir nous rejoindre. Alors, M. Carmadec vous fait la gentillesse et l'honneur de venir. Donc, il a déjà travaillé aussi, comme monsieur, à l'explication de ces armoiries. C'était dans les années 80. Mais si je vous appelle, c'est pour que vous puissiez vous faire partager, je ne sais pas si on peut parler de plaisir, mais disons qu'une sorte de redécouverte, de remise en valeur d'une tombe que je pense que vous connaissez sans doute. Oui. Alors, on va se rapprocher de Longfeu. Et je vous laisse la présenter. Je vais pas grand-chose à vous dire, simplement que cette tombe est identifiable. C'est la tombe de Pierre Hulon. On le sait pour deux raisons. C'est qu'il y a un document qui existe, mais que je ne possède pas, qui date de 1526, qui parle de cette tombe, de ce droit de tombe. Et puis ensuite, Pierre Hulon s'est marié avec la chambre par les enfants. Et la seconde fois, il est trouvé de remettre du roi. Et si les armoiries ont été martelées, celle-ci devait être cachée par la meuble. Et on voit ici encore les merlettes
de sa seconde épouse, qui était une demoiselle de Rouen. Voilà. Les autres ont été martelés. On voit un petit peu quand même les armes dessus. Voilà. Donc il y a au moins eu Pierre Léon qui est mort, lui, donc le Breton qui était en 1526, et lui il est mort en 1531. Donc on serait sur les 1530, Pardon? on serait dans les années 1531, 1500 et quelques. Ah, lui, on savait de certitude que c'est la date de son décès en 1531, et que le Breton, le document, donne la date de 1526. Et le document, je ne l'ai pas, mais j'ai fait tous mes efforts pour récupérer. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'île de Saladin aussi? C'est possible? Alors, Écoutez bien, parce que c'est une histoire très intéressante. Bon, alors, simplement, Pincran, c'était une petite subdivision de la paroisse de Ploquiery. Pincran était une trêve. Autrefois, il y avait des énormes paroisses qui étaient subdivisées en trêves. Pincran était donc une trêve de Ploquiery. Et dans cette petite trêve de Pincran, il y a eu bizarrement plusieurs théologiens qui sont nés, et notamment donc, Olivier Saladin, non pas Saladin, donc, qui est né à Clermont, et qui a été un théologien de l'Université de Paris, qui a notamment été doyen de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui est mort évêque de Nantes. Et à quelques pas de là, à Thiroulé, il y a eu également des théologiens, notamment un des Thiroulé a été évêque de Tréguier. Cette petite trêve a donné des théologiens à Paris, parce qu'à l'époque, c'était des Bretons qui étaient étrangers pour Paris. Voilà. Mais je vais arrêter pour ce matin, sinon... Juste sur le nom. Sur le nom. Alors, l'origine de Saladin, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas, mais simplement la certitude que l'on est, c'est l'orthographe. C'est pas Saladin, malheureusement, il y a une ruelle Saladin à Pincran, et bien il faudrait changer le nom, c'est Saladin. On le sait parce que, pour deux raisons, il a été, je rappelle, doyen de l'Université de Paris, et il y a des écrits, il y a des actes qui sont signés de son nom, c'était bien Saladin. Et puis également, quand il était évêque de Nantes ou doyen de Notre-Dame de Paris, l'orthographe est bien Saladin. Mais l'origine, on sait. Est-ce qu'il y a un lien avec une croisade? Alors, on n'en sait rien. Simplement, ce qu'on sait, c'est que le sultan Saladin, qui est mort, je crois, en 1996 dans le Nord, qui avait repris Jérusalem, le sultan s'était très bien comporté avec ses ennemis. Il avait même été ami du chevalier. Et il y a plusieurs familles en France qui adoptent dans les prénoms de leur aîné de famille le prénom de Saladin. Voilà, il avait été ami du chevalier. Mais l'origine de notre Saladin, nous, on ne sait absolument pas. Est-ce qu'un comte du Léon a fait des croisades? Pardon? Est-ce qu'un comte du Léon a participé aux croisades? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, il faut demander à M. Groupe. Alors, je ne vais pas lui repasser le micro parce que je ne vais pas le retrouver. Mais juste pour me contredire s'il le faut, de mémoire, il y a un Hervé, je ne sais pas si c'est le numéro 2 du Léon, qui est parti en croisade et qui est mort en cours de route, de retour. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien avec notre Saladin et le grand sultan arabe? C'est une question que l'on peut se poser. Toujours est-il que, est-ce qu'il y aurait un lien entre Olivier de Saladin dont vous parlez et le sultan Saladin? Est-ce qu'il y aurait... On ne sait pas. C'est une question que l'on peut juste se poser. On peut se poser par rapport aux dates, par rapport au fait qu'il y a donc un compagnon qui a participé aux croisades. Voilà. Alors, maintenant, je vais appeler le restaurateur de mobilier, de sculpture, vers moi, et il va commencer à vous parler un petit peu de son travail concernant la décomposition, c'est-à-dire la dépose de la décoration. Alors, je vous demanderai de faire très attention là-dessus, de garder une certaine distance si vous venez de faire. Donc, en fait, moi je suis
trois états colorés superposés. Il y a eu une grosse intervention. Il y a des états, par exemple, des photos de noir et blanc où on trouve la croix qui est plus foncée que le fond de la niche, alors que maintenant c'est le contraire. Donc il y a une question d'authenticité aussi, des interventions anciennes qui ont modifié l'aspect d'origine. Donc c'est un peu le travail de mes collègues d'historier un petit peu les colorations d'origine et différentes étapes. Et là apparemment on ne pourra pas proposer un dégagement de polychromie pour retrouver l'état original, dans la mesure où les vestiges qui sont dessous sont assez peu nombreux et on retrouverait qu'un état très dégradé. Donc il va être proposé de restaurer l'ensemble dans l'état où il nous est parlé. Il y a d'autres sculptures dans l'édifice qui ont des états sous-jacents sur deux états, comme le groupe de l'Annonciation, la Pierre, Saint-Dual. Et dans ce sens, elles sont proposées de dégager les polychromies qui sont tout à fait grands pour retrouver l'état d'origine, qui est suffisamment bien en origine. Ce qui n'est pas le cas pour le sculpté des sentiments. Alors, comme vous a indiqué monsieur, vous dites que toutes ces problématiques de mobilier, de sculpture, ce sont donc ça fait appel à plusieurs notions, l'histoire de l'art, l'histoire des techniques de restauration, et aussi de parties de restauration, comme je vous disais tout à l'heure, pour les édifices. Il est évident que quand on a plusieurs états, on a plusieurs simplifications, il y a des choix à faire. Alors en général, ça se fait sous proposition du restaurateur auprès de la conservatrice ou du conservateur de ce fait-là. Il y a un dialogue qui s'établit, il y a un échange, et quand les problématiques sont très compliquées, il y a carrément un comité scientifique qui se réunit, donc avec plusieurs spécialistes et qui tranchent. Voilà, donc ce sont des choses qui ne se font pas en catimini, ça se fait complètement transparence. Alors ici, pour Pincran, il faut bien comprendre que ce sont des travaux un petit peu d'accompagnement, dans le sens où, au début, l'origine des travaux, le programme est très simple. C'est clos et couvert, charpente, couverture et ravalement intérieur et extérieur. Et il est évident que pour mener à bien ces travaux, il y a des travaux annexes d'accompagnement qui sont nécessaires, notamment la dépose, comme vous avez pu le voir, de l'ensemble du mobilier. Et en tant qu'immobilier, on est aussi classé à haute valeur patrimoniale, comme cette déploration de 1617 et des monuments historiques. Et que l'on espère pouvoir, bien sûr, restaurer. Ce qui est prévu dans le marché à l'heure actuelle, c'est une dépose, c'est une stabilisation, c'est une éthique sanitaire, sachant et l'estimation du coût des travaux de restauration. Donc après, il y a tout l'enjeu de la restauration du mobilier. Le mobilier, c'est pas neutre. C'est un grand retard de déploration, c'est une vingtaine de structures et de statuts, donc c'est un ensemble qui est tout à fait conséquent. Et il serait très difficile et très dommageable d'envisager le retour de ces statuts non restaurés dans une église qui serait restaurée. Donc à partir de là, il y a un cheminement, une réflexion qui doit mener impérativement pour savoir comment on va restaurer, profiter du déménagement des statuts en dehors de l'église pour les restaurer et les réintégrer. Donc c'est tout un débat, c'est des choses sur ce que ça coûte, ça c'est évident, donc c'est spécial. Voilà, quand on parle de statut, on parle aussi on va dire, de trésors. Dans chaque église, vous savez, il y a des trésors, il y a des calices, il y a des points de possession, il y a des choses assez extraordinaires qui sont aussi protégées au titre des objets inscrits au classement. Pour ce qui nous concerne à Pincran, ils sont mieux sûrs, rassurez-vous, et l'idée à terme, c'est de pouvoir les présenter comme on fait à l'Opinolé, on fait ça à Saint-Jean-du-Bois, à Cizun, donc sous carrière vitrine sécurisée, c'est de pouvoir donner la possibilité aux visiteurs d'admirer des pièces d'orfèvrerie du 16e, 17e, 18e siècle. Alors, les objets classés sont sécurité, ceux qui sont exposés là, ceux qui sont sortis, ce sont des objets des croix de procession du 19e siècle, et je voulais attirer votre attention sur un patrimoine qui est souvent méconnu parce qu'il n'est pas protégé, c'est le patrimoine des bannières. Et vous avez là, à 36 bannières du 19e, 20e siècle, tout à fait remarquable, pour comprendre que c'est vraiment des objets d'art, parce qu'il y a des fils métalliques, il y a de la soie, c'est vraiment un extraordinaire, c'est pour ça qu'on a les sortir pour se rendre compte que c'est un véritable patrimoine qui nécessite aussi des travaux de restauration. Alors, qui dit travaux de restauration, dit bien sûr des coûts de restauration. Ça, c'est défini. Et la question, c'est pas toujours pris en charge quand c'est pas protégé. Donc, après, c'est
c'est cotisé bien sûr pour tout le monde. Après, ça s'appelle une armoire à panier pour pouvoir les ranger, les stocker qu'on a besoin de les sortir en occasion. Je veux dire, c'est un élément. Vous avez une grande variante derrière vous. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et on a aussi découvert hier un drapeau de la guerre de 14 juillet. Alors, même le Sacré-Cœur. C'est quand même assez extraordinaire, donc nécessiterait une restauration. Alors, pour finir cet après-midi, je vais vous demander de monsieur, et on va faire une petite visite itinérante de l'exposition pour que je vous puisse un petit peu commenter grosso modo rapidement les tableaux. Et après, on finira par une visite de l'extérieur en passant dans le porche, une explication du porche, et ensuite on se retrouvera à la mairie pour le final. Alors, je vais vous demander de vous rapprocher de moi. Vous êtes de la presse? Non, je suis petite maîtrise d'œuvre, je suis Comment? architecte. Ah, vous êtes Associée de M. Meller. Ah, l'associé. Alors, là, c'est un. Ah, vous vous êtes pas eu, mais il est dur à avoir l'architecte. Il fait que bouger. Ah ben oui, il va dans tous les sens. Vous auriez mieux dans tous les deux. Il faut que plein de choses. Hein? Moi, je fais Ah bah oui. metteur en scène. Le journal, c'est pas ça. Moi, pour le moment, je suis correspondant. Et aussi avec un remplacement de l'autre féodal. Là, on est. Oh là là, je peux pas. Moi, je suis La dixième, on est. toujours un petit peu lié, tout à l'heure. Toutes les expéditions du mode castral, Dans le verre plus tard, parce que ça va faire beaucoup. ici, quand on étudie En le plusieurs castral, étapes. on est encore une fois. Je ne suis pas historien, je suis architecte. Alors, si ça m'amuse de faire un petit peu d'histoire le dimanche, Et vous pourrez être. ça nécessite des vérifications par des gens sérieux, pas comme moi. Hein, donc c'est une piste que l'on lance. C'est des questions que l'on se pose. Voilà, vous verrez qu'à partir de là, on se pose des petites questions quant au tracé du cadastre napoléonien. On peut voir sur l'extérieur de l'église des statuaires encore plutôt d'époque romaine. Donc est-ce que ça serait des vestiges d'un édifice plus ancien? C'est une question qu'on peut se poser. Juste ici, des éléments comparatifs entre la sacristie de Marchand et les sacristies environnantes. Vous voyez que ce sont des véritables architectures qui ont été construites, notamment celle de Cézanne. Elles sont toujours construites au sud. Et là, elles sont construites au nord. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. On n'a pas non plus la raison, parce que normalement, elle devrait être au sud, elle devrait être de l'autre côté, mais là, elle est au nord. Alors, je vous demandais de vous rapprocher pour bien voir le plan. Vous allez comprendre les modifications. Rapprochez-vous, les modifications de l'église. Vous avez le plan actuel ici, là, c'est-à-dire vous avez la nef, les collatéraux, le porche sud et la sacristie nord. Alors il faut comprendre qu'à l'origine, cette église avait un branche, le transept nord et le transept sud. Ensuite, il y a eu un moment donné où on a accolé justement cette sacristie. Alors à un moment, elle aurait dû être au sud, mais elle est au nord. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est la sacristie, mais il n'y a plus le bras nord ni le bras sud. Donc c'est une amputation que l'on a à l'heure actuelle. Pour quelle raison? Toujours on se la pose. Là, c'est un plan de datation. Hein. Vous avez donc les bas-côtés ici sont refaits au XVIIIe siècle. Tout le reste est XVIe siècle. Ici, c'est 1706, XVIIIe. Et l'ensemble des bâtiments, s'échelonne au cours du XVIe siècle. 1540, 1553 à peu près pour le porche. En ce qui concerne la charpente dont je vais vous parler, on aura une datation précise puisqu'on fera des tests, une datation par rapport en chronologie, ce qui permettra exactement de connaître la date quand on a abattu les arbres. Comme ça, on connaîtra beaucoup plus l'histoire de l'église. En général, on a toujours deux périodes, grosso modo. Juste pour vous parler de la restauration, je vous demande de lever la tête. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a des entrées qui sont recouvertes de peinture avec des écus et des engoulements aux extrémités. Ils vont être restaurés et on a un de charpente à l'heure actuelle en bleu ciel. C'est le bleu de l'architecte en chef de l'époque dans les années 70-80. Il a assez bien de peindre comme ça. C'était Hitch, on va pas le noter. Enfin bon, il y a un jour de c'est comme ça. Et alors, derrière, il y a un entrée de 1877. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes allé à la Roche-Maurice, vous avez pu voir qu'il a été restauré. Et ce qu'on va voir ici, c'est similaire à la Roche-Maurice. Donc on va avoir un petit chef-d'œuvre. On va avoir un entrée de charpente avec des fauchoirs d'Angelot, avec des mots HS. Et ces lambris de charpente, donc en pitch-pin de 1877, sont encastrés dans des
des cerces qui sont du XVIe siècle, dont une partie ont été démontées. Et ce sont des cerces, ce sont des éléments de la charpente qui sont peints, donc on va restituer en peinture. Donc vous allez avoir un vaisseau inversé aussi beau que la Roche-Maurice. Donc dans les années à venir, c'est pour vous dire que attendez-vous à avoir une église transfigurée, si je puis dire. Alors bien sûr, ce travail de restauration doit s'accompagner avec un travail de mise en valeur d'éclairage. Vous avez bien compris qu'on a une statuaire absolument magnifique, extraordinaire, je vous en reparlerai à l'extérieur. Notamment, on a l'exemple d'une vingtaine de statues, beaucoup des statues des frères Fulgence, qui était un atelier de sculpteur qui était à Landerneau, et il serait peut-être intéressant d'envisager, je dirais, une scénographie, une présentation intéressante de ces ensembles sculptés, plutôt que d'avoir une certaine hauteur, qui sont bien sûr hors de portée de quelqu'un mal intentionné, mais non éclairé, ce qui est bien qu'on ne se rend pas du tout compte de la beauté de ces statuaires. Donc il y a à avoir un travail qui va être enclenché, engendré sur la restauration et la mise en valeur de cette statuaire. Puisqu'on est là, donc je vous parle un petit peu du jubilé. Vous avez pu voir, comme je vous disais, que ici vous avez l'amendement de l'ancienne chaire. Alors, ici, il faut considérer qu'on avait la chaire à partir de 1772 qui a remplacé le jubilé. Et vous voyez que toutes ces maçonneries-là ont été refaites. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez à la Roche-Maurice, vous avez carrément une construction, c'est l'escalier en vis de la Roche-Maurice qui était contre. Et là, ici, il a été rasé. Et ce qui reste, c'est ce petit corbeau en pierre qui est là, l'autre qui est derrière, qui est plein. Et quand vous regardez la Roche-Maurice, vous avez des dés avec des groupes sculptés de chaque côté. Donc si on a la Roche-Maurice, on s'aperçoit complètement de la disposition d'origine de Pincran. Donc à Pincran, il y avait bien un jubilé du XVIe siècle, qui a été détruit pendant la guerre de religion ou pas, on ne sait pas. Après le concile de Trente peut-être, mais toujours est-il qu'on avait une séquence entre la nef et le chœur. Alors, on va passer très rapidement sur toutes les unités sanitaires qui sont moins intéressantes. Je vous amène sur le projet. Chose très intéressante. Et également, donc, la restitution de tous ces lambris de charpente qui sont en place et qui n'attendent que d'être restaurés. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que vous verrez aussi derrière, de ce que ça va être un petit peu votre église. Le plus simple, ça ne peut pas être aussi beau que la Roche-Maurice parce qu'il n'y a plus de jubilé, il n'y a plus de maîtresse vitre. Mais quand même, ça sera quand même très intéressant. Et je ne désespère pas à terme de pouvoir faire intervenir, là encore une fois, je me tourne vers le président de l'association, de faire intervenir des artistes contemporains, parce que si on a des portes à faire, autant faire appel à des artistes contemporains, il faut qu'ils puissent vivre, il faut qu'ils puissent s'exprimer, plutôt que faire du néo. Donc bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont lancées, vous voyez, c'est un grand projet. Donc vous pouvez y participer, parce que la question c'est toujours de l'argent, vous pouvez y participer à votre échelle, hein, tout simplement, en sachant que ça ne partira pas dans des riades à Marrakech ou ailleurs, hein, ça restera du local. Et pour la bonne raison que, quand on regarde l'histoire sur le Porche, on va en parler, il y avait le tronc des pauvres. Donc c'est un vrai tronc d'arbre, comme à Saint-Herbol, qui était creusé, et dans lequel on mettait de l'argent, et donc qui était relevé, etc. Alors peut-être, pourquoi pas, aller jusqu'à la restitution du tronc des pauvres. Voilà, maintenant je vais vous demander de me suivre. On va finir par le Porche, et ensuite on ira dans la salle de Valence, c'est ça? Voilà. Alors en passant, vous pouvez voir des exemples de jubilés ici. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'était. Et ils ont toujours un phylactère. Le phylactère, c'est cette banderole sur laquelle est représenté, soit sculpté comme un Saint-Herbol, soit peint ici, le symbole des apôtres. C'est eux qui vont en fin de compte. Avant qu'ils se séparent, les apôtres ont reçu de l'Esprit Saint, donc le credo, et donc ils sont partis porter la bonne parole. Et donc, dans toutes ces églises-là, on a les apôtres qui tiennent un verset, qui veut dire un des 12 versets du credo. Donc c'est une sorte d'accompagnement. Alors ils sont toujours positionnés dans des dais, c'est tout un ensemble de niches qui sont très très décorées. Là, vous voyez qu'on est complètement dans le style gothique. Par contre, la première, qui est un peu proche de l'entrée, c'est complètement Renaissance. Donc on est une période de transition. Grosso modo, on est dans les années milieu du XVIe siècle, à peu près.
De l'autre côté, c'est pareil, c'est leurs camarades, les 6 autres. Tout ça était peint. Hein. On avait des peintures, puisqu'on a encore une trace de drapé que vous pouvez voir. On avait 2 couches de peinture, de strates de polychromie. On a tout un ensemble au-dessus, sur les registres supérieurs, de trèfle et de losange. Alors, losange, sans doute un rapport avec les macles de Rouen. Cette peinture en train a été restaurée dans les années 98. Malheureusement, elle finit un peu par aussi se décomposer. On avait aussi, vous pouvez le voir en bas, au registre inférieur, des traces de quadrillage en losange. Il y avait, d'après les gravures que l'on a, on avait aussi tout un dessin. Et donc, ces dessins finissent par disparaître. Alors, pour votre information, le porche ne fait pas partie de la campagne de travaux qui est lancée. On ne désespère pas de réussir, de convaincre les autorités compétentes, et là je me tourne vers les élus, vers les sénateurs, vers les maires possibles, les députés, de réussir à convaincre la DRAC que quand on restaure un édifice comme ça, il faut avoir une vision d'ensemble. C'est pas seulement une vision de technicien à dire qu'il faut changer les ardoines et la charpente parce que c'est cool. Il y a tout un ensemble à prendre en compte de mise en valeur pour réinsérer une église dans un territoire. Il y a la mode Balancier terroir. Mais dans un territoire qui est très particulier, celui de la vallée des Lords, celui des emplois provinciaux. Alors, déjà pour vous, et puis il faut penser aux autres, les touristes, les gens qui ne sont pas natifs de Bretagne, qui adorent votre pays, donc ils ont le droit aussi de participer à votre bonheur de tous les jours. Et c'est vrai que si Pincran était réinscrit dans ce florilège de vallées d'enclos provinciaux qui commence par Saint-Égonec, Mignot, Lompoligno, Cizin, Martyr, bon, ce serait extraordinaire parce que ce porche est absolument unique. Alors, on en est là pour l'intérieur d'une porche. Je ne vais pas vous détailler tous les apôtres parce que je connais par cœur d'un côté, l'autre je l'oublie à chaque fois, mais c'est pas grave, vous pouvez le retrouver dans l'étude. Mais c'est un porche qui nécessite une restauration à terme parce que la dernière c'était il y a 20 ans et on a des pertes de matière depuis 20 ans. Donc c'est pas bon. C'est pas bon aussi de dire. Pourquoi? Parce qu'on est subi à des intempéries, ça c'est clair. Et aussi la qualité des matériaux utilisés à l'époque. Alors après, c'est savoir jusqu'où restaurer. La question toujours, c'est que quand on a des dégradations, puisque ça, il y a eu des dégradations volontaires que l'on peut voir, puisqu'on a cassé les attributs, les têtes ont été coupées, donc les statues ont été renversées, les nez ont été cassés, les têtes coupées, donc on les a remis en place. Et les dégradations ont amené aussi une perte de la représentation de leurs attributs. Alors souvent on peut les identifier en analyse comparative, mais la question est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas? Donc c'est un débat de restaurateur. Hein, ça n'appartient pas à l'architecte. Il propose, il y a les autorités compétentes qui vont dire si oui on restaure, on restitue ou pas. Ça c'est une chose. Maintenant je vais vous demander de vous reculer un petit peu pour qu'on puisse admirer le porche. Alors on va se mettre un petit peu en arc de cercle pour que tout le monde voit. Non, on est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien les schémas? Est-ce que c'est clair? Oui, rapprochez-vous un petit peu, c'est pas grave. C'est pour comprendre le porche de Pincran que vous avez devant vous, qui est daté 1553 à peu près. Bon, on fait à peu près 10 ans pour le faire, hein. Donc il y a 440, 1550, peu importe. Entre deux épisodes de la guerre de religion. C'est pour remarquer donc c'était Pincran, comment il se situe. Évidemment, à l'extérieur, ça ne marche jamais. Pincran, il est là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un arc en plein cintre, avec un imposte sculpté où il y avait une nativité, et ensuite des ébrassements qui sont sculptés. Les ébrassements, c'est très codifié. Vous avez la Genèse de chaque côté, vous avez ensuite les évangélistes, et après vous avez une cohorte d'anges. Et tout autour qui célèbre la nativité. Alors, Pincran, il s'inscrit dans une continuité. C'est pas ex machina, quelque chose qui sort comme ça. Il y avait la martyre au départ. Hein, martyr est pas loin, on est au 15e. Et la martyre, pareil, 11 de panier avec une imposte. Par contre, là, l'arc est brisé en accolade. Ici, il est quand même en plein cintre. Donc vous avez différents types d'évolution, hein, entre Rumingol, entre Daoulas, entre Guy Pava, et Pincran qui est au milieu du XVIe siècle.
Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a une évolution, Pincran, c'est le dernier de ce type. On va supprimer l'imposte complètement. Et on va se retrouver, comme à l'Andivision, avec des voussures circulaires, mais plus rien au milieu. Et ça, c'est une évolution qui est très importante. Parce que ça va se retrouver après sur Guimillot, l'emploi de Guimillot et Plaudiry. Et quand on est devant ces porches-là, dans ces enclos paroissiaux, on ne comprend pas pourquoi il y a tout cet aéropage d'anges, puisqu'il n'y a plus rien au milieu. Et c'est ici qu'on le comprend. Et c'est ici qu'on le comprend grâce aux exemples depuis le XVe siècle, qu'il y avait à la Martyre, Rumingol, Daoulas, Bipava et Pincran. On avait donc une scène importante, une nativité en général qui était représentée. Alors là, vous voyez qu'il y a 3 culots, 3 qui sont occupés, 2 qui sont toujours inoccupés. Très certainement, ça devait être l'Annonciation. C'était logique qu'on avait l'Annonciation de la Nativité. Alors maintenant, on va passer une lecture, puisqu'on va finir par le chef-d'œuvre, parce que c'est le chef-d'œuvre de Pincran, qui sera encore une fois malheureusement pas restauré. Et pourtant, si j'ai poussé la DRAC à le restaurer, il dit non, tout va très bien. Ok, c'est stabilisé, c'était stabilisé il y a 20 ans, c'est parfait. Ce qui se passe, pour votre information, vous avez vu les joints, on les voit bien là, et ça sort bien le blanc sur la terre de Carson. Hein, je ne savais pas que c'était le plus important à voir ici, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'il y a, c'est que l'eau rentre dans les joints, et ça lessive complètement les maçonneries, et c'est pas bon pour la maçonnerie. Alors peut-être que dans 10 ans, 20 ans, on reconnaîtra que l'Ormédère avait raison, il faudra peut-être faire quelque chose sur le planche. Donc je parle au maire, s'il peut encore pousser, monsieur le conservateur général dans ses retranchements, c'est pas perdu. Alors toujours est-il qu'on a ici des sculptures absolument magnifiques qui ont été réalisées par un atelier local. C'est l'atelier des frères Prigent, Bastien et Henri Prigent, qui ont officié à peu près pendant un demi-siècle sur Landerneau. On va dire 1520, 1570 à peu près, grosso modo. Mais cet atelier, il y a eu 3 autres générations. Donc ça s'est perpétué. Et je vous parlais là, on parlait au départ de la transmission des entreprises familiales, de la transmission des savoir-faire. Bon, on est toujours dans ce climat-là, c'est très très important. Et ces savoir-faire se sont perpétués donc pendant 150 ans. On est de 1520 à plus de 1650. On est dans 4 générations de sculpteurs qui perpétuent les traditions et qui perpétuent les cartons et les dessins. Alors, j'ai demandé à ma fille pendant ce temps-là, parce que j'ai eu du mal à la persuader, de rechercher la scène de la Genèse, la première, et de me lire donc la Genèse. Donc je cherche la page pour ça. Je vais parler de ça. Vous avez, ça se lit de gauche à droite. Donc, ici, vous avez Adam et Ève avec l'arbre de vie. Donc on est au paradis terrestre. Alors, je suis désolé pour la gente féminine, mais le serpent a une tête de femme. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Un jour, ça sera peut-être bûché, parce que ça sera iconoclaste. Toujours est-il que c'était l'époque, on est au XVIe siècle. On est en 1550 à peu près, avant entre deux guerres de religion. Les têtes ont été bûchées, et ce ne sont pas les seules qui ont été bûchées, à droite aussi. Et la question que l'on se pose, c'est que c'est un acte volontaire, donc ça fait partie de l'histoire, mais à quelle date? Est-ce qu'on est à la période iconoclaste des guerres de religion entre catholiques et protestants? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'heureusement on vit dans une république absolument pacifiée, et Dieu soit loué, mais il y a eu des turpitudes dans notre pays. Et les guerres de religion, c'est la Saint-Barthélemy, c'est l'horreur à la Saint-Barthélemy, c'est 20 000 églises qui ont été massacrées, enfin, c'est vraiment pas joli à voir. Et là, on serait peut-être devant la représentation d'un vandalisme iconoclaste en disant on abat tout ce qui est tête représentative. Alors si c'est ça, on est entre 15... Il y a eu des périodes comme ça iconoclastes, 1561, 1562, 1567, 1570. Donc est-ce qu'on est au XVIe siècle quand le gars qui arrive avec son marteau qui bûche? Ou on a une période révolutionnaire, et là on serait plutôt en 1794, comme on a bûché aussi une partie du calvaire de Blois-en-Vin. Donc c'est des questions qu'on se pose. Hein. Moi je pose beaucoup de questions dans mes études parce que je n'ai pas de certitude, et après c'est des spécialistes qui peuvent répondre. Toujours est-il que ces scènes, c'est les scènes de la Genèse qui se lient de bas en haut et de gauche à droite. Alors là, c'est logique, on a Adam et Ève au paradis. Ça se passe bien. Comme ça, tu auras le truc.
Ouais, mais tu dis, il est où le la tentation, c'est ça. Cherche-moi le verset de la génération. Alors ensuite, là, vous avez Adam et Ève qui sont chassés par l'ange. D'où du paradis terrestre, parce qu'il y a l'arbre de vie. Donc, on est dans une catéchèse qui est complètement incarnée, une catéchèse de sculpture. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, quand il parle de l'imprimerie, il fait parler le chanoine qui était amoureux d'Esmeralda en disant la sculpture de Notre-Dame va tuer, l'imprimerie va tuer la sculpture de Notre-Dame. Et la sculpture était un vecteur de personnification d'une idéologie, bien sûr, d'évangélisation. Et donc on est complètement dans ce registre-là. Alors il faut savoir que là, on est au milieu du 16e. Il y a plusieurs comme ça ensemble qui sont avec un programme très très précis dans la région. Ça va du milieu du 15e, de la Martyre au 17e siècle. Bon, il y a à peu près une dizaine d'exemples. Mais tout ça vient de Chartres, de l'époque romane. On faisait beaucoup de représentations de sculptures sur les porches. Donc ce qui était à Chartres, ici, 3 siècles plus tard, est toujours d'actualité. Donc l'Église décide de faire un programme d'incarnation de la Genèse dans la pierre pour, bien sûr, les paroissiens. Donc ça, c'est l'épisode numéro 2. Ensuite, normalement, on va à l'épisode numéro 3. Alors, c'est Adam et Ève. Il est en train de travailler la terre avec sa pelle et sa houe. Et madame est en train de s'occuper des petits. Mais là, le petit, il a perdu la tête. Hein. C'est parti. C'est comme ça. Alors, ici, ce sont Caïn et Abel qui étaient tout petits, qui ont grandi. Alors, un qui fait une offrande à Dieu, mais Dieu, il n'aime pas trop, donc c'est tourné vers le bas. Et l'autre, ça se passe bien sur Abel. Alors, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un problème de chronologie. Parce que ce qui se passe, ça, c'est avant ça. Ici, c'est Abel qui est en train de mentir à Dieu et qui a tué Caïn, qui a pendu le crâne. Donc cet élément-là aurait dû être là-bas. Donc il y a eu une erreur. Alors ce qui est très marrant, c'est que cette erreur s'est perpétuée sur 3 autres exemples de cloîtres, de porches comme ça qui ont été dans la région. Donc ça veut dire que les cartons étaient dans l'atelier et croyant bien faire, l'erreur s'est perpétuée pendant 3 fois et c'est à Ploudiri au XVIIe siècle qu'on a restitué le bon sens de la chronologie. Donc ça permet de dire que le même atelier a travaillé à 3 endroits différents. Ici, on sait qui c'est les frères, comme je disais, les frères Préjean. Alors, quand on voit ça, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a un petit nuage. Et quand on regarde l'exemple de l'Andivisio, parce que je vous conseille d'aller à l'Andivisio après cette visite-là, dans les semaines à venir, les jours à venir, parce que c'est le même atelier de sculpture qui a travaillé sur l'église de l'Andivisio. Donc c'est exactement, vous verrez les similitudes, on comprend tout à fait ce qui se passe. Et à l'Andivisio aussi, on a cette dégradation. Et il a fallu chercher un 3e exemple pour retrouver qu'il y avait ici Dieu le Père sur un nuage qui sermonnait Abel et qui lui dit, tu as trouvé? Alors avance un peu, et qui lui dit, mais tu as toujours la possibilité de faire le bien ou de faire le mal. Alors fais attention. Et Abel ne dit pas, mais il a déjà tué Caïn. Il a pas le crâne. Voilà. Donc bon, c'est l'inverse. Excusez-moi, c'est l'inverse. Voilà, donc ça c'est le registre de la première génération des enfants d'Adam et Ève. Et là on est au registre de Moïse, l'arche de Noé. Alors Noé, c'est très simple. Quand vous regardez la représentation de l'arche, c'est une F, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, ça, cet élément-là est plus intéressant. Alors, quand on regarde un bateau à voile, les 2-3 mâts, on s'aperçoit que à la proue ou à la poupe, vous avez des châteaux, des gaillards d'avant, c'est un nom très particulier, c'est des plateformes sur lesquelles on hisse les cordages. Les ateliers Prigent, les frères Prigent, ont regardé les bateaux qui étaient à Landerneau, ils ont vu, ils ont restitué un château. Le château, c'est cette plateforme circulaire qu'il y a sur les mains. Donc c'était leur manière de représenter un bateau. Alors, après, vous avez ici Noé, l'ivresse qui est en train de cueillir des fruits du raisin, et l'ivresse de Noé qui se dénude. Donc là aussi, il y a eu du vandalisme. Alors, vous voyez aussi que tout ce qui est dais, encadrement, vous avez des registres tout à fait style gothique, et là, tout à fait Renaissance. Donc vous avez un jeu comme ça absolument extraordinaire sur ces différents exemples.
Et là aussi, donc vous avez une finesse de sculpture tout à fait remarquable. Alors ensuite, au-dessus, vous avez les évangélistes avec leurs attributs. C'est donné dans le tue-tête. Et ensuite, vous avez les anges. Alors les anges pluriféraires, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'encenser. Il y en a 2 et 2. Et au-dessus, vous avez sur le registre extérieur, la voussure extérieure, les orants, les anges qui sont en train de prier. Et à l'intérieur, vous avez des anges qui jouent de la musique. Alors c'est assez extraordinaire parce que je ne sais pas si vous entendez, mais c'est une véritable cacophonie. Ils jouent dans tous les sens. L'un qui joue de la flûte, l'autre qui s'arrête, l'autre du tambourin, ensuite une sorte de violon. Bon, tout ça, on a identifié les objets, les instruments, ils existaient. Hein. On en a fait la comparaison. Ils existaient, donc c'était la célébration de la nativité. Donc c'était, vous voyez qu'il y a une dynamique, parce que la façon dont les anges sont en train de balancer l'encensoir, c'est pas la verticalité. Il y a une dynamique, donc c'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà. Donc un jour, il faudra le restaurer. Hein, mais ça, je ne doute pas que les élus feront nécessaire pour convaincre ce qu'il faut quand on aura bien avancé, parce que c'est une merveille. Vous avez aussi dans les niches, dans les tailles, des sculptures, qui n'avaient certainement rien à faire là, mais c'est pas grave, ils y sont. Et vous avez notamment ces sculptures, celle-là, vous avez 3 larmes. Alors ça, c'est typique, la signature des frères Prigent. Les 3 larmes qui coulent. Ça, c'est leur façon de signer. Donc aussi avec le port, le drapé. Alors ne me demandez pas si c'est entre Hervé ou Henri ou Bastien, parce que là, je ne suis pas un historien de la SFR. Déjà, j'ai du mal à rentrer cette échelle-là au niveau de la SFR, parce que c'est pas les architectes qui ont en globalité, donc j'ai un peu de mal. Pour vous dire que vous avez aussi toute une corniche de camphre, de pieds de vigne, de vignoble, c'est la dentelle, c'est absolument splendide. Donc vous avez un chef-d'œuvre. Voilà. Alors si vous retournez, vous avez aussi un très bel exemple de Suaire, 1587, construit juste avant la Prusse, c'était en 1598, qui a servi d'école, qui recèle une sépulture locale et qui est toujours de propriété privée. C'est quelque chose de ça. C'est là que tu veux. L'église a été vendue à la commune en 1978, quelque chose comme ça. Moi, j'avais pu comprendre que la loi de 1905 disait que tout ce qui était construit en 1905 appartenait à la commune et en fait. Mais non, c'est pas comme ça que c'est fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas que sinon, on espère qu'un jour, ça sera restauré. Le porche est magnifique et le clocher, il va faire tâche quand on aura tout le soleil parce qu'il a besoin de la nettoyage. Et là, il nécessite un bon nettoyage. Enfin voilà. Je vais vous définir la vie. Je vais vous laisser place aux questions si vous souhaitez. On part sur le chef-d'œuvre à l'intérieur, en forme à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ici? Je voudrais saluer la présence parmi nous donc des gens là-bas. Merci d'être venus, ainsi que des grands élus. Michel Canevet, donc sénateur du Finistère, et Graciela Melchior, notre député, qui a fait un passage parmi nous. Maintenant, donc, je vous invite tous à l'Arvest, donc pour une petite collation, et où les explications donc pourront continuer. Merci Monsieur Médère pour cette belle remarquable présentation. Merci la famille Médère.